Express de ce samedi 12 juin, il sera question de musique, art plastique, théâtre. Comme invité, on aura l'artiste Kalam avec nous et la Fédération nationale du théâtre au Burkina avec Paul Zoukana et Doxy Nyoula, Claude Gengane et Lambert Zabré. On demande donc avec Mouni Yerbanga, bonjour. Bonjour Marie, c'est bonjour fidèle de la télévision nationale de Burkina. Voilà, c'est le rendez-vous de tous les samedis pour parler de la culture, pour décrypter donc l'actualité culturelle. Une actualité très riche dans ce mois de juin et on n'est pas, en tout cas, j'allais dire, déconnecté de cette actualité-là. Voilà, on démarre donc avec un reportage sur le marché d'art contemporain de Ouagadougou, Wekri, qui s'est tenu du 1er au 6 juin avec pour thème la course de fond. On va donc suivre cet élément, le reportage. Donc plutôt l'actualité culturelle, donc juste après le jingle sur l'actualité culturelle, on démarre donc avec le reportage sur donc, le marché d'art contemporain de Ouagadougou, Wekri, qui s'est tenu du 1er au 6 juin avec pour thème la course de fond. Une exposition à ciel ouvert dans le couvert végétal du parc Bangrouéougo. Ici, des artistes exposent au public leurs œuvres d'art. De la sculpture, de la peinture, des objets utilitaires ou de décoration. Toute une diversité d'œuvres se laisse contempler par les visiteurs. Les œuvres très différentes, chacun a son idée, s'exprime de manière différente, lui parle de vivre ensemble, de partager les différentes cultures. Non? Je vois la mosquée, l'église, les hommes ensemble, donc ça m'a attiré et c'est très intéressant. Les artistes sont de plusieurs nationalités. Certains font de la récupération ou du recyclage, donnant ainsi une seconde vie à nos objets abandonnés. C'est le cas du Togolais Eza Komla. Je suis un artiste pluridisciplinaire, mais dans ce cas-ci, j'avais apporté au moins 3 sculptures fait à base des matières sandalettes qu'on appelle communément les tongs. Au fait, je fais un travail de recyclage et d'assainissement de ma ville et de mon propre quartier, quoi, en quelque sorte. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont il y a une installation qui parle un peu des conflits civilisationnels à travers ce qui se passe aujourd'hui contre le coronavirus. On croit que l'Occident a toutes les remèdes, alors qu'on a aussi l'impression que l'Occident puise dans les autres civilisations. Je travaille plus avec les objets délaissés. Les objets, voilà, redonner une seconde vie à plusieurs matières délaissées dans la nature. Voilà, donc du coup, c'est les sachets plastiques, les boîtes de canettes, les boîtes de conserve, les conserves, et tout ce qui m'inspire et qui est dans la poubelle et qui m'inspire, dans les décharges qui m'inspirent. Voilà, mes couleurs sont à base de ces objets délaissés. Ce rendez-vous des artistes et leur public, c'est l'exposition Wekri qui est à sa 2e édition, portée par l'artiste burkinabé Aboubakar Sanga. On a eu l'idée de mettre en place ce qu'on a appelé Wekri. D'abord, ça s'appelait Wekri Éclosion, qui était une exposition sur une semaine, mais une exposition pas dans les endroits conventionnels où se faisaient les expositions comme d'habitude. Et nous, on s'est dit, si on veut que notre public, le public burkinabé, découvre encore plus ce domaine-là, il faut retirer les expositions de ces espaces-là et amener les œuvres vers le public. On a réfléchi, et puis entre-temps, on s'est dit, pourquoi pas le parc Bangrouéougo. Cette exposition a une invitée d'honneur, Olga Yameogo, professionnelle et passionnée de l'art plastique, venue tout droit de Paris, avec dans sa valise quelques tableaux. J'ai pris ce qui pouvait rentrer dans ma valise, parce que je fais les grands formats. Moi, j'ai travaillé, il y a plusieurs... Je n'ai pas amené beaucoup, mais je travaille beaucoup sur le portrait, sur la solitude et sur la migration. Par exemple, c'est le grand tableau là-bas, où il y a la foule. C'était la série que j'avais travaillé dessus il y a 7-8 ans, sur l'immigration. Et voilà, et après, c'est la solitude, c'est l'idée de l'humain. Je pense que c'est une belle vitrine et puis qu'ils arrivent aussi, parce que ce qui est difficile en art plastique ou dans tous les milieux artistiques, c'est la rivalité. Là, il y a comme une communion.
On est ensemble pour présenter des choses ensemble. Les objets ici exposés peuvent être contemplés sur place, mais le visiteur peut en acquérir. Car Wekre, c'est aussi un marché, un rendez-vous de vendeurs et d'acheteurs d'objets d'art. Là, on est dans l'ambition d'aller dans une dimension plus professionnelle, c'est-à-dire devenir vraiment un marché professionnel des arts plastiques en Afrique. Donc, du coup, on veut ressembler à Dakar, on veut ressembler à Ségou Art. On veut faire en sorte que demain, le marché d'art contemporain de Ouaga Wekre soit inscrit dans les agendas des professionnels, des collectionneurs, des galeristes et que le Burkina Faso soit une destination prioritaire pour eux. C'est effectivement un marché. Tous les œuvres qui sont exposées ici, notre vœu le plus cher, c'est de ressortir de Bangroéo les bras ballants. L'exposition Wekre, librement ouverte au public, se poursuit jusqu'à ce dimanche 6 juin à Bangroéo. Il faut dire que l'exposition est finie. Hein. Voilà. Donc, il y a une semaine. Voilà. Le samedi dernier, on a reçu donc quelques membres de Wekre. Exactement, et on avait parlé justement de cette initiative-là qui est très bonne. On est à la 2e édition, on voit que le public n'est pas exclusivement expatrié comme on en a discuté la dernière fois. Donc ça suppose que, vous savez, c'est m'a dit que de plus en plus des Burkinabés sont sensibilisés justement à ce tas-là, qui pour la majeure part des Burkinabés, ça fait un peu profane, mais bon, avec ce genre d'initiative, avec ce genre d'ouverture, ça permet de vulgariser. Ça permet de vulgariser, je pense que c'est une bonne initiative. Il reste maintenant à trouver les voies et moyens pour, j'allais dire, sécuriser ces différentes œuvres d'art, ces différentes œuvres d'art, disons, parce que, comme on l'a évoqué la dernière fois, avec les intempéries. Voilà, donc le cadre ou, si vous voulez, la date peut être délocalisée de telle sorte qu'on n'ait pas beaucoup de difficultés avec ces œuvres d'art. Parce qu'ils expliquent qu'ils sont à chaque fois obligés de démonter. Exactement. Et puis remonter le lendemain. Alors que si, par exemple, on change la date, comme l'a suggéré le communicateur la dernière fois, ça réduit plus ou moins le problème parce qu'on n'aura pas obligatoirement justement cette j'allais dire, contrainte-là de démonter, de remonter, ce qui prend du temps et ce qui ne facilite pas le travail des uns des autres. Kaya Otto en concert ce soir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Hein. Donc ce soir, on va suivre un élément, la conférence de presse donc, concernant ce concert qui va se tenir ce soir. Kaya Otto annonce une gigantesque fête à ses fans qui effectueront le déplacement pour son tout premier concert live à Ouagadougou le 12 juin prochain. Le staff managérial du jeune artiste donne des précisions aux journalistes sur ce rendez-vous avec les mélomanes. Ce que l'artiste réserve déjà à ce spectacle-là, c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas un concert. C'est tout un spectacle, il y a toute une mise en scène. Aujourd'hui, si on dévoile cela, cette mise en scène n'est plus vivante en fait. Aucun Maholandais de 19h jusqu'à la fin du concert ne va s'ennuyer. Les organisateurs de l'événement ne comptent pas lésiner sur les stratégies de communication pour faire le plein de la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. L'ambition, c'est de relever le défi avec brio. Il y aura de la sécurité à l'intérieur de la salle, il y aura de la sécurité hors de la salle, il y aura des patrouilles autour du palais. Voilà, donc je pense que nous faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité. Et nous savons que ces forces de défense et de sécurité font de très bon travail et ils vont assurer la sécurité de tous ceux qui vont faire le déplacement du matin jusqu'à ce qu'ils repartent chez eux à la maison. Plusieurs autres artistes devraient être de la partie selon l'équipe de Kaya Otto. C'est une grande nuit de musique qui est prévue pour commencer à partir de 19h30 le 12 juin prochain. L'artiste entend au-delà du concert valoriser la culture burkinabé à travers le rap. C'est vrai qu'il y a un mystère qui demeure dans le contenu, concernant le contenu du spectacle. On ne sait pas, on aura droit à quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour moi un couteau à double tranchant parce qu'on aurait pu peut-être, enfin, traditionnellement, on donne juste un aperçu, même s'il y a des surprises qui peuvent se greffer. Je suppose que le staff veut réserver des surprises que je suppose agréables aux fans, mais il faut souvent lâcher un morceau pour que le public là puisse se faire. Mais bon, je pense que c'est pas une mauvaise chose, c'est une innovation parce que c'est une première que l'on parte à un spectacle, on ne sait pas de quoi cela. Mais bon, c'est le royaume, comme on n'a pas dit, l'empire du Maholand. On suppose qu'ils ont mis les petits plats dans les grands et que ce soit là ceux qui vont effectuer le déplacement auront droit à un spectacle en tout cas très relevé. C'est ce en tout cas on espère parce que c'est un peu comme on le dit la nouvelle génération. On a eu il n'y a pas très longtemps, à peine un mois, Amzi qui a relevé le défi et cette fois-ci c'est son
son compère, si je peux me permettre l'expression, Kayawoto, qui aussi donc défie le Palais des Sports, et on espère que on va avoir des surprises et des surprises agréables, parce que avec les différentes pubs qu'on voit, on a l'impression, on donne quelquefois des morceaux, on voit des artistes qui font la promo, c'est pas si ces artistes seront là, on laisse un peu le doute dans la tête donc des mélomanes et des spectateurs. Ce qui est sûr, en connaissant l'équipe qui entoure Kayawoto, avec Saint-Rémy et bien sûr tous les autres, on sait que généralement, quand ils sont impliqués dans une activité, c'est que c'est du bon en termes de contenu. Okay. Et puis, bon, voilà, donc, en dehors du défi de mobilisation, il faut un défi artistique. Voilà, il faut qu'on ait droit véritablement aussi à une performance artistique, parce que ce que j'ai appris, c'est que c'est en live. Oui, donc, en à live, partir du moment que c'est un concert en live, on m'a dit également que ça fait 30 jours que l'artiste répète. Voilà. Il faut que, donc, côté défi artistique, il faut qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Il faut que ce défi soit relevé. Parce que, et puis, au niveau aussi de l'acoustique, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de la logistique pour amoindrir la sonorisation soit acceptable de la part du public, quel que soit l'endroit où il va se trouver. Et je pense que c'est très important parce que c'est des détails qu'on avait relevés un peu avec le concert de Amzi. Et je pense que l'équipe qui entoure Kayawoto doit tirer leçon de ce qui s'est passé avec le concert précédent. Et donc, on leur fait confiance jusqu'à ce qu'ils nous démontrent le contraire, ce qu'on ne souhaite pas. Voilà, donc on souhaite bonne chance et plein succès pour ce concert prévu ce soir donc du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Notre première invitée, elle a le visage voilé avec son koundé, sa kalambate et sa voix. Il y a environ 10 jours de cela, elle a sorti son deuxième album Timbo, qui signifie espoir. Nous recevons avec nous Kalam. Bonjour. Bonjour. Comment va? Ça va bien? Oui, ça va. Super, c'est un plaisir pour nous en tout cas de te recevoir. Pourquoi avoir décidé de baptiser cet album Timbo, qui signifie espoir? J'ai baptisé cet album Timbo puisque je me dis que sans espoir, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant. On fait tout avec l'espoir, en fait. Il y a un peu de toi dans l'album, ça te concerne en partie? Oui, il y a un peu de moi et il y a un peu aussi de ce qui se passe autour. Voilà. Il y a beaucoup de moi-même. Oui. Ça amène à savoir quelles sont les couleurs et les thèmes qui sont abordés les couleurs... puisque on peut dire ça traduit moderne, comme les gens disent ça. Voilà, même si c'est un fourre-tout quand même. On joue avec les instruments traditionnels et tout. Et les thèmes qui sont abordés, c'est valoriser surtout les femmes, voilà, les soutenir. Et je parle aussi de la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas chercher les gains faciles, quoi. Il faut se battre. Et même si quelqu'un te dit tu ne peux pas, si toi tu penses que tu peux faire ce que tu as envie de faire, vas-y, quoi. Mais voilà, tranquillement. Et quand je dis vas-y, ce n'est pas côté mauvais, mais vraiment quelque chose qui va t'arranger, qui peut t'enrichir demain. Voilà. D'accord, avec le premier album, on a découvert Kalam sans la découvrir réellement parce qu'on ne voit jamais, en tout cas sur scène, qui elle est réellement. Oui. Et elle avait donné comme explication que c'était un mariage, qu'elle était en lune de miel avec la musique. Le deuxième album est là, la lune de miel continue. Est-ce qu'on peut toujours avoir le timbre, l'espoir qu'un jour on pourra découvrir réellement qui se cache derrière ce voile? Oui, on peut avoir le timbre et l'espoir de voir le visage, mais ça va durer puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore ça. Et moi, j'ai un combat à mener. C'est vrai qu'après, derrière comment on appelle, démarche artistique de femmes voilées, mariage et tout, il y a d'autres démarches qui sont là, par exemple les inégalités. Les inégalités. Voilà, envers les femmes, par exemple. Et il y a d'autres choses, en fait, qui fait que... C'est toute une philosophie derrière. Voilà, je me dis que, voilà ça là, je porte ça pour ne pas voir certaines choses voilà, qui se passent. Je me dis, quand tout ça là, ça va changer là.
on va enlever voilà. Pourquoi avoir décidé de franchir le pas? Parce que tu es la première femme à jouer le koundé en Afrique de l'Ouest. Oui, l'une voilà. Pourquoi voilà. le choix de cet instrument? Puisque j'aime cet instrument. Je ne sais pas comment le dire, mais j'aime. J'ai essayé avant, j'ai essayé de jouer une guitare, j'ai joué le kéman, j'ai joué d'autres instruments, mais c'est le koundé je voulais vraiment. Malgré qu'on m'effrayait et tout. On te disait quoi? On me disait par exemple, je peux faire descendre des génies sur moi qui peut me rendre folle et je vais perdre mon foyer, je vais perdre mes enfants, il y a de ces choses-là qui me disaient, voilà, ça fait peur. Et que si je joue, il y a des heures, mais on m'a donné, à partir de 20 heures, il ne faut pas jouer, sinon, voilà, tu appelles les génies sur toi et tu vas te lever comme ça, te déshabiller et tout. Bon, ça effrayait, mais je me suis dit, bon, moi je vais apprendre quand même. Donc je me cachais pour apprendre. Oui, se cacher, oui, vas-y. Et quand je voulais sortir pour la première fois pour jouer vraiment devant les gens, j'avais tellement peur que je croyais même déjà ce que les gens me disaient. Voilà, donc j'étais obligée de dire à mon manager, il faut aller voir le Moro Nava. On va aller le voir. Si lui me dit arrête, voilà, j'arrête quoi. Mais quand on est parti, il était fier même. Il a dit, lui, s'il meurt aujourd'hui même, il peut dire déjà, voilà, il a vu une femme au moins qui joue le koundé. Lui, il n'a jamais vu. Et il ne peut pas dire c'est interdit ou pas, mais lui, il me bénit. Voilà, il m'a donné sa bénédiction. On a même joué là-bas et tout, voilà, avec ses instruments. Il y avait un vieux qui joue le violon, on a joué et c'était vraiment bien. D'accord. Oui. La mission avec ce deuxième album, c'est quoi? On sait qu'avec le premier album, c'est un peu la découverte, le contact avec les mélomanes, le public burkinabé. Avec ce second album, ce deuxième album, quelles sont les ambitions à court, moyen et long terme en ce qui concerne Kalam? Oui, les ambitions, c'est me faire accepter, surtout au Burkina. Puisqu'on dit que si... Ça ne l'a pas été avec le premier album? Le premier, on m'a accepté, mais je ne suis pas aussi connu. D'accord. Voilà, et je me dis que je ne suis pas aussi... Bon, connu musicalement, pas le visage. Quoi. Voilà, musicalement. Et puisque souvent aussi... Quel est l'avantage d'être voilé? D'être masqué, oui, c'est bon. Moi, je suis à l'aise. Et quand je ne mets pas ça, je suis Madame Tout le Monde. On ne sait même pas que c'est moi, je joue et je suis à l'aise. Franchement, souvent même, je mets mes habits pour aller repasser là. Je mets sur ma tête. Je marche dans le quartier. Voilà, Madame Tout le Monde, quoi. Personne. Mais si on me connaissait, on va voir ça bizarrement. Et puis voilà. Donc, c'est ça. Super. Et puis, il n'y a pas que le koundé, il y a le kalambat. C'est quoi exactement? Voilà, c'est une calebasse que j'ai fabriquée sous forme de batterie. Et quand on met les micros et puis on sonorise, vraiment ça cogne quoi. Et je joue ça avec mon pied. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va jouer un peu de koundé et puis par la suite on va suivre ta vidéo. Ouais. Super. Ça a mis combien de temps pour l'apprentissage? Le temps qu'il me fallait. Mystère, voilà. Ouais. Puisque des années, avant de monter sur scène, j'ai pris 1 an. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à apprendre. Voilà. Merci, c'est un plaisir pour nous de t'avoir reçu. Je pense que Kalam aussi a eu un prix. Hein. Oui, un prix en Guinée-Conakry. C'était quoi exactement? C'était SICA. Et par rapport au truc, comment on appelle, il y avait 24 pays. Et il y avait 3 trophées. Moi, j'étais 2e. Et musique traditionnelle, d'inspiration traditionnelle. Voilà, musique d'inspiration. Merci d'être passé. On aura d'autres occasions. Et puis, la prochaine scène de Kalam, c'est où? C'est quand? C'est Fête de la musique. Et je suis en train d'organiser un événement pour les fêtes de paix aussi.
Ok. Voilà, pour honorer les papas. Enfin, alors, on va suivre la vidéo de Kalam. Salutations à tous. Cette chanson est dédiée aux femmes battantes, aux femmes entreprenantes, aux femmes courageuses. Ces femmes qui se battent nuit et jour pour le bien-être de leur famille, de leur entourage et pour leur patrie. Dédicace à vous, Kalam vous aime. Kalam vous aime. Malgré les embûches, tu trébuches, mais tu te relèves quand même pour trouver des débouches. Hommage à toi, honneur à toi, femme battante. Jamangwa et comment faire, ne connaît ne bena, woloba nene, ne connaît ne bena. Nine connaît ne bena, woloba nene, ne connaît ne bena. Tawai quoi d'idée? Soutenons les femmes, galvanisons les femmes, soutenons les femmes, soutenons les femmes, galvanisons les femmes, soutenons les femmes, soutenons les femmes, galvanisons les femmes, soutenons les femmes, galvanisons les femmes. Ah ouais.
c'est Mousso Bougna de Kalam qu'on a reçu tout à l'heure. On va, juste après ce qui suit, recevoir nos invités. À présent, nous recevons la Fédération nationale du théâtre au Burkina. C'est la filière nationale du théâtre et de ses arts apparentés tels que l'humour, la marionnette et le conte. Elle regroupe plus de 300 compagnies et présente dans les 13 régions. On parle de la vision de la FENATEB sur la situation du théâtre. On en parle avec Paul Zungrana, qui est le président de la fédération. Bonjour. Bonjour. Ouais. Et grand talent dans le théâtre. Il n'est plus à présenter, n'est-ce pas, Yerbanga? Tout à fait. Un grand ami par ailleurs, mais un grand nom du domaine du théâtre, comme tu l'as dit. Et nous avons également avec nous Edoxy Nyoula. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir également pour nous de vous recevoir. Plaisir partagé. Voilà, également dans le monde du théâtre et qui est la vice-présidente de la fédération. Et puis nous avons M. Claude Gengani qui est le secrétaire général de la fédération. Absolument, merci. Voilà, c'est un plaisir. On va parler donc de théâtre. Au Burkina, moi, la première question, c'est une question peut-être bateau. Hein. Mais comment est-ce que le théâtre se porte actuellement au Burkina? Merci pour tout ce que vous faites déjà pour la culture et pour le théâtre. C'est pas une question bateau parce que socialement, il faut déjà savoir comment on se porte. Donc c'est bien. Nous, on peut dire que le théâtre au Burkina se porte bien. Alors, cela ne doit pas enlever ou faire oublier les nombreuses difficultés que le théâtre connaît ou que les artistes de théâtre vivent. Mais il se porte bien parce qu'il est de mieux en mieux structuré. Vous savez que pour toute lutte, pour tout rayonnement, ça passe déjà par la structuration. Et aujourd'hui, avec la Fédération nationale de théâtre au Burkina, il y a une certaine structuration qui a été mise en place. Elle est représentée dans toutes les 13 régions, donc il y a une unité d'action, ce qui a amené à organiser des grandes assises nationales du théâtre, qui a réuni toutes les générations du théâtre depuis les années 60 à aujourd'hui, qui a permis de réunir toutes les régions du théâtre et des artistes pour parler d'une seule voix et puis ne plus aller en rang dispersé, savoir comment et vers où nous devons aller pour une meilleure professionnalisation. Donc déjà sur cette base, on peut dire que le théâtre se porte bien parce qu'une bonne machine est en roue pour qu'on obtienne des résultats satisfaisants pour l'épanouissement des artistes. Mais en attendant, la machine est bien installée, peut-être même huilée, mais il y a des réalités au quotidien au niveau... Si, il y a beaucoup de difficultés. Vous savez que l'arbre ne doit même pas cacher la forêt. Nous vivons même déjà une période difficile, une période particulière à travers les doubles crises, la crise sécuritaire et la crise sanitaire. Nous avons beaucoup de nos éléments, beaucoup d'artistes qui vivent dans des régions où ils ne peuvent plus réellement créer, travailler, alors que vous savez que le théâtre, c'est l'outil par excellence de résilience. Donc, c'est aussi une résistance que ces artistes-là font pour toujours être proches des populations, pour faire toujours jouer leur rôle d'artiste et accompagner et le gouvernement et les populations dans ces combats-là. Il y a le Covid qui est venu bloquer beaucoup de choses, beaucoup d'artistes, certains sont restés de l'autre côté, ne pouvaient pas rentrer, certains sont rentrés mais ils ont vu des dates annulées, reportées, donc ça a chamboulé beaucoup de choses et ça a mis à mal l'économie que pouvait produire l'industrie théâtrale. Donc il y a énormément de difficultés, mais je salue la solidarité des artistes de théâtre et de tous les artistes de la culture, parce que c'est grâce à cette solidarité d'action-là qui nous permet d'avancer et de faire face à ces difficultés. Oui, et il y a des espaces aussi qui sont en difficulté actuellement. On parle le cas par exemple du CITO qui depuis n'a pas encore fait de création majeure. Ça fait partie quand même des difficultés. Vous qui tenez un espace aussi, je suppose qu'il y a ce type de difficultés-là. Oui, voilà, les espaces ne sont pas non plus épargnés des mêmes difficultés. Hein. Vous savez, si les artistes ont des problèmes, ça nous affecte directement, puisque c'est avec les artistes que nous travaillons. Donc, les structures, les espaces d'accueil pour les spectacles de diffusion artistique, eux ont aussi d'autres types de problèmes qui sont beaucoup plus du fonctionnement et même de leur autonomie même de fonctionnement. Vous savez, ce sont des domaines
où on n'a même pas le statut en fait de commerçant. On n'est pas, le but premier, c'est pas de gagner de l'argent. On s'inscrit dans des activités qui ont pour objectif d'éduquer les autres. Donc on ne peut pas mêler argent à ce type d'action-là. Et donc du coup, ça fait que on est très fragile en réalité, parce que les soutiens aussi, même s'il y a quand même quelques soutiens, on l'a vu lors du Covid, les soutiens ne sont pas si nombreux que ça. Et donc du coup, ces structures-là font face à une réalité difficile, économique, des trésoreries faibles, et donc qui ne leur permet pas, dès qu'il y a des coups durs comme le Covid, de vraiment se relever facilement. Alors que ce sont dans ces espaces que s'expriment aussi donc, les artistes, etc. Et tout. Donc, effectivement, c'est pas normal. Il y a lieu donc de réfléchir. Et je crois qu'il y a des réflexions qui sont menées dans ce sens en ce moment par nos autorités, et pour voir comment, en tout cas, aider des structures majeures à pouvoir effectivement fonctionner en toutes circonstances. Parce que en réalité, si on ne les aide pas, c'est compliqué dans tout le monde, dans tous les pays, même dans les pays de grande démocratie. Il y a toujours des subventions pour ce type d'organisation. Donc il n'y a pas une autonomie de gestion. Elles sont toujours subventionnées, les théâtres? Oui, il faut qu'elles soient subventionnées. Sinon, ça change et ça affecte même la nature de leur travail. Si on demande à des structures, des structures de théâtre ou des lieux artistiques de se focaliser sur... même si il ne faut pas non plus dire ces lieux ne doivent pas gagner de l'argent. Il faut absolument qu'elles gagnent de l'argent, parce qu'il y a aussi une réalité économique, mais il ne faut pas que ça ce soit la principale activité. Sinon, on va changer... Parce que le statut, je rappelle, la plupart du statut de ces entreprises, de ces organisations, plutôt, c'est des associations. Et l'association, ce sont des associations à but non lucratif. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Sinon, on devient une entreprise. Et là, également, les règles fiscales et tout ce que vous voulez sont différentes. Donc, il faut allier les deux, mais garder quand même à l'esprit que la subvention est nécessaire pour trouver un équilibre pour ces espaces, parce qu'elles ont un travail comme je dis, d'éducation, de professionnalisation. Nous accueillons des artistes parce qu'ils ont des choses à dire. Quand nous aidons un artiste en tant que responsable de structure, là, je veux bien dire, quand nous accueillons un artiste pour sa création, nous l'aidons aussi à apporter une voix, à apporter quelque chose de fort dans la société pour qu'elle corrige quelques tares de la société. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'il faut comprendre. On essaie d'éduquer l'humain pour qu'il soit un meilleur humain pour la société et pour tout le monde de façon générale. Donc, tous ceux qui rentrent dans ce processus, qui facilitent ce travail-là, ils contribuent énormément au développement de notre pays. Vous voyez en ce moment, comme l'a dit le président, la crise sécuritaire, mais les artistes ont un grand rôle à jouer dans tout cela, en développant des activités pour ramener les gens à la paix du cœur, à la cohésion sociale, parce qu'on ne peut pas bâtir un pays uni si on n'apaise pas nos cœurs, si on ne s'entend pas nous-mêmes, si on ne parle pas entre nous-mêmes. Et ce lien-là, ce sont les artistes qui le portent fortement. Donc vous voyez qu'on ne peut pas mettre de l'argent dans ce type d'activité. Mais on peut néanmoins relever le prix des spectacles, parce que quand on voit qu'une création majeure, ça coûte cher, et parfois les prix d'entrée sont à 1000 francs. On se demande... Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez, quand vous voulez porter une parole vers un public, et que vous vous dites quelque part, si je mets à 5000 francs le prix d'entrée, je n'aurai pas, mon message n'aura pas accéder, atteindre ou toucher le public cible. Ça vous pose un cas de conscience. Même si en même temps, quand on voit la configuration de ceux qui viennent au théâtre, ils peuvent payer 5000 francs quand même. Oui, il faut le faire progressivement. C'est-à-dire qu'il faut aussi éduquer le peuple. Parce que les gens ont du mal à payer 5000 francs. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent peut-être que c'est cher. Sinon, on voit, par exemple, chez les humoristes, les gens payent même 10 000, 15 000. Parce qu'ils ont compris qu'ils en ont pour leur argent. Ils rigolent pendant 1 heure, ils repartent contents, et ils ne souffrent pas de la dépense. Au théâtre, c'est un peu plus, je dirais, sophistiqué, un peu plus intellectuel. On demande aux gens de se questionner sur des sujets précis, même si nous donnons quand même une certaine légèreté à nos créations, mais nous voulons toucher un public. Parce qu'on veut vraiment que les gens rentrent dans un processus de réflexion eux-mêmes et qu'ils changent leur comportement pour être de meilleurs humains. Donc, on ne peut pas
comme je vous dis, ça va venir, je pense. Il faut aller progressivement. On a des pays où, aujourd'hui, c'est une tradition d'aller au théâtre et on est prêt à s'abonner à l'année dans un théâtre parce qu'on a envie d'aller chercher de la culture, de comprendre le monde, etc. Nous, on n'est pas à ce stade, mais on travaille, la FENADEB notamment, travaille à aller vers cela, progressivement en expliquant aux uns aux autres que voilà, ce sont des métiers. Parce que derrière les 1000 francs, c'est ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que c'est des acteurs qui travaillent et qui doivent aussi vivre de leur travail. Donc 1000 francs, ça ne suffit pas naturellement. Donc progressivement, il faut qu'on explique aux amoureux. Et donc, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on tient? Vous savez, le théâtre éduque progressivement son public. C'est-à-dire que quand on parle du théâtre, on parle de ses arts apparentés, l'humour. On est arrivé à faire payer le public à 10 000 francs, même 15 000, on a même vu même jusqu'à 30 000 francs. Tout ça, c'est toujours le théâtre qui gagne. Donc on ne peut pas dissocier cela en disant que non, c'est parce que l'art dramatique demande beaucoup de conscience et beaucoup de réflexion qu'à 1000 francs, c'est pas le théâtre. L'humour, déjà, fait partie du théâtre. Pour ajouter un peu par rapport à la difficulté que nous avons eue par rapport à cette crise sanitaire, mais on s'est rendu compte, en tant que professionnel, qu'en fait, en réalité, tous nos revenus ne viennent qu'à l'extérieur. Et ça, c'est aussi notre combat en tant que FENATEB, de travailler à ce qu'il y ait vraiment, comment on appelle, une économie locale, afin de pouvoir résoudre aussi ce problème. C'est possible? C'est possible? Oui, c'est possible. Mais comment? On va travailler avec nos ministères de tutelle afin de pouvoir trouver des solutions. Avant qu'il y ait rien. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas de chiffres. Vous savez, le nombre de spectacles qui sont joués sur le territoire national, dans le théâtre d'intervention sociale, c'est énorme. Vous avez énormément de troupes qui travaillent à longueur d'année sur du théâtre de commande, avec des partenaires sociaux sur place. Et ça, on ne le voit pas. C'est parce qu'on est toujours à regarder son nombril au niveau de Ouagadougou. Et donc, on réduit le théâtre aux activités théâtrales qu'on a à Ouagadougou. Mais je vous assure, il y a énormément de travail. Et ça, la FENATEB, en installant ces sections, on a compris le nombre de troupes qui existent dans ces différentes régions. Donc le théâtre, c'est vraiment, c'est peut-être un des arts que je dirais qui est le plus représenté partout. Parce qu'on ne se rend pas compte. Oui, il y a de la musique un peu partout, les autres arts, mais le théâtre, là, vous allez dans n'importe quelle région, vous avez toujours du théâtre. Une troupe, 2, 3, 4, 5 troupes qui travaillent activement dans sa zone. Donc vous voyez, ça, c'est pas rien. C'est pour ça que j'ai dit l'économie du théâtre, comme le dit ma collègue. C'est tout à fait possible. Voilà, je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore su organiser tout cela et c'est le travail que la FENATEB a choisi de porter pour construire tout cela. Avant de revenir parler de la FENATEB et de sa légitimité sur le plan national, une question qui vient de la première intervention du président où j'ai entendu 2 mots et j'associe ces 2 mots-là aux interventions des 2 qui ont suivi. Le mot industrie théâtrale, est-ce qu'elle existe au Burkina ? Vu qu'on parle d'économie nationale qui n'existe pas, de la dépendance vis-à-vis donc des subventions extérieures, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une industrie théâtrale au Burkina? Alors, c'est une très bonne question parce qu'elle est vraiment d'actualité. C'est la question que se pose, en tout cas qu'on tente de résoudre. C'est-à-dire que quand on veut parler d'industrie, il faut parler de marché, il faut parler de demande. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut résoudre d'abord. Donc, ici au Burkina, l'industrie ne fonctionne pas très bien parce qu'on n'a pas tous les outils de l'industrie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser seulement aux artistes la charge de la vente des spectacles. Vous savez, ça c'est déjà une erreur. Il faut qu'il y ait des gens qui soient des distributeurs des spectacles, des tourneurs, voilà. Donc, il y a toute une équipe d'organisation derrière pour que ça s'industrialise très bien. Et vous voyez, la question sociale du théâtre ne doit pas faire... En fait, la question économique ne doit pas faire enlever la question sociale. Parce que notre vocation... Quand j'entends industrialisation du théâtre, ça me fait bizarre quand même. C'est pas seulement d'être riche. Voilà, nous jouons pour des villages, nous jouons pour des villes reculées. C'est pas seulement Ouaga où c'est élitiste. Au contraire, on combat même le théâtre élitiste. Le théâtre doit être accessible à tout le monde, populaire. Et chaque zone a ses réalités et aura ses stratégies. Maintenant, il faut fédérer pour que, du point de vue national, ce théâtre-là fasse vivre son nom, qu'il soit très professionnel. Et là, il y a la notion d'industrie qui va venir, parce qu'un produit culturel, théâtral, peut être vendu.
À partir du moment qu'on le vend, on peut l'industrialiser. Mais il ne faut pas que l'industrialisation tue sa sociabilité. Et pour s'industrialiser, il faut d'autres outils qu'on n'a pas encore. Il faut les former, les tourneurs, il faut qu'ils aient des relations, il faut que les journalistes nous suivent, nous accompagnent dans nos tournées, parce que souvent vous ne voyez pas ce que nous faisons ailleurs. Et or, il faut raconter tout ça pour que le marché, là, que c'est plus de valeur, plus de force, et qu'il y ait plus d'acheteurs, plus de demandes. Autre chose, pour mieux, il faut que le peuple, la population devienne partenaire à la création artistique et à la survie, à la distribution des spectacles. C'est-à-dire C'est-à-dire accompagne même pour les créations. On peut arriver à avoir des mécènes, avoir des individus, des personnes qui soutiennent, qui financent la culture. Mais ça, on va arriver que si les personnes comprennent le bien fondé et la portée de notre théâtre-là. Jusqu'à présent, il y a certains amalgames, d'autres croient que c'est de l'amusement. Voilà. Donc, le travail, c'est de sensibiliser les gens, qu'ils comprennent que c'est un outil qui préserve déjà leur culture, qui fait la promotion de leur tradition, qui garantit et qui sauvegarde leurs valeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est une crise de valeurs qu'on assiste. On croit, on va ajouter d'autres noms, sécurité et tout, mais si on peut poser certains actes, c'est parce qu'on a perdu certaines valeurs. Et le théâtre doit nous les rappeler, nous les redonner, nous les questionner pour qu'ensemble, on soit une famille et un peuple. Et Doxy, quelque chose à ajouter par rapport au propos du... C'est évidemment pour... Enfin, c'est vrai que quand on parle de l'industrie culturelle, on nous dit toujours que le théâtre ne rapporte rien. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le théâtre peut vraiment contribuer à une forme de... Mais écoutez, le théâtre existe depuis des centaines d'années et c'est toujours cette même vision qu'a le théâtre depuis des années et des années et des années. Et donc, quand on se base sur la question effectivement de le théâtre, par exemple, c'est parce que c'est quelque chose qui nous revient tout le temps. En fait, on ne peut pas placer le théâtre dans les industries culturelles parce que tout simplement le théâtre ne rapporte pas quelque chose. Alors, le théâtre ne rapporte pas quelque chose, mais le théâtre rapporte socialement. Voilà. Mais voilà, est-ce que le théâtre aussi a vocation à rapporter sur le plan financier? Mais c'est ça. Est-ce que le théâtre a vocation à ça? Non, le théâtre n'a pas vocation à remporter ça, en clair. Mais le théâtre éduque toute une société. Non, voilà. Et donc, son rôle aussi est beaucoup plus centré à l'éducation de la société. C'est quoi on va faire avant de revenir sur le sujet. Je réagis par rapport à ce que disait le président sur les industries, justement sur les industries culturelles. Il a tout à fait raison. Ça questionne et ça soulève la question, le problème de la professionnalisation même des acteurs. Vous voyez, il y a beaucoup de profils de métiers qui n'existent pas encore dans le domaine et il l'a un peu évoqué. Vous voyez, un tourneur, c'est qui? Son métier, c'est quoi? C'est de pouvoir être en capacité de détecter un bon produit théâtral et de pouvoir le proposer à d'autres marchés existants dans le monde. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui fait ce lien-là et que, comme il le dit justement, on laisse ce travail à l'artiste lui-même qui doit déjà se concentrer sur son œuvre artistique, ben, il y a quelque chose qui me semble un peu confus. Donc il n'est pas normal. Donc il y a là, donc moi j'en appelle un peu aux instruments que notre ministère de tutelle a mis en place, comme le fonds d'aide à la culture et d'autres mécanismes, de justement que ces ressources-là aillent à la structuration en valorisant ou en favorisant effectivement l'émergence de ces métiers-là. Ça, c'est tout à fait possible. On peut décider en 2-3 années de sortir 5 ou 6 tourneurs très bien formés et qui vont... Spécifiquement pour le théâtre. Pour le théâtre, et même pour les autres. Je veux dire, le tourneur, il vend aussi. Il y a des tourneurs pour la musique, mais bon... Oui. Voilà. Ils peuvent se spécialiser. Vous savez, le même peut vendre la musique ou le théâtre. Donc, pour moi, c'est d'aller agir à ces niveaux-là pour qu'effectivement, progressivement, on voit une chaîne, en tout cas, une chaîne de valeurs bien installée et qui peut justement fabriquer un marché local. C'est parce que tout ça est mis en place. Parce que l'artiste qui gagne 10 millions en Europe et qui revient, il est en capacité de faire un spectacle gratuitement pour sa population. Et gratuitement parce qu'il a gagné ailleurs. Donc vous voyez, tout est lié. Ce n'est pas une histoire de... Notre économie peut être faible, mais peut être dynamique. Voilà, donc c'est des équilibres à trouver. On va aborder le deuxième cap donc, de cette émission. Depuis octobre 2020, un processus a été engagé sur les droits d'auteur et les droits voisins des artistes du théâtre. On va suivre donc un reportage sur la question.
Désormais, les professionnels du théâtre bénéficieront du droit d'auteur pour la production de leurs œuvres. L'information est ici annoncée par la Fédération nationale du théâtre burkinabé. Pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'à partir de maintenant, avec la complicité du BBDA, il y a des droits d'auteur et des droits voisins pour les hommes et femmes du théâtre. Donc ils peuvent maintenant déclarer leurs œuvres et jouir de ces droits-là et de l'exploitation et de la diffusion de leurs œuvres. Et pour déclarer son œuvre au Bureau burkinabé des droits d'auteur, plusieurs critères sont pris en compte. Pour déclarer son œuvre, il faut être producteur de l'œuvre. Mais les producteurs, il y a les producteurs donc professionnels qui font œuvre de commerce, et puis il y a les producteurs qui sont les troupes, les associations, les compagnies de théâtre, et puis vous avez peut-être aussi les commanditaires des spectacles. Et donc là-dessus, il faut déjà que les structures, les associations, les troupes de théâtre aillent vite déclarer, d'abord faire leur demande d'admission, adhérer, afin de déclarer leurs œuvres. Ils auront leur carte de producteur et ils peuvent déclarer autant d'œuvres qu'ils veulent. Et par derrière maintenant, les artistes interprètes qui ont joué dans ces œuvres-là peuvent maintenant aller se déclarer et remplir les fiches de déclaration pour bénéficier des droits voisins dus à l'exploitation de ces œuvres. Les déclarations ont déjà commencé depuis le 1er juin dernier et se poursuivent jusqu'au 15 juin pour ceux qui veulent bénéficier du paiement des droits de leurs œuvres en fin août, début septembre. Monsieur Lambert Zabré, chargé donc de la session régionale, nous rejoint. Donc ça n'a jamais existé, cette question de droit d'auteur et de droit voisin dans le théâtre. Alors, merci tout d'abord, un grand merci pour l'invitation au niveau, pour qu'on essaye de donner les voies et moyens au sein de la FENATEB. Je dirais que ça n'existait pas. Excusez-moi. Ça n'existait pas parce que je ne dirais pas qu'à quelque part il y avait de l'injustice, à quelque part, mais ça n'existe pas. Parce que ce qui existait, c'était surtout les droits d'actorat en matière d'audiovisuel. Mais en théâtre, ça n'existait pas. En droit d'auteur, ça pouvait juste exister pour les auteurs et les metteurs en scène. Mais les interprètes en droit voisin, ça n'existait pas du tout. Donc c'était carrément des plaidoyers qu'on a essayé de faire avec le BBDA pour qu'ils essayent de se mettre dans la tête que les acteurs de théâtre sont aussi des créateurs. Mais quels étaient les motifs? Pourquoi ça n'existait pas? Il y avait certainement des raisons. Qu'est-ce qui bloquait? Alors, qu'est-ce qui bloquait? Je dirais simplement que, bon, vous savez très bien que le théâtre est différent du cinéma. Oui. C'est un art vivant. C'est un art vivant, ce qui fait que, avant de parler de cela, je tenais juste à m'incliner devant aussi nos dévanciers, nos aînés qui ont travaillé dur pour qu'au moins on puisse reconnaître carrément le travail des hommes de théâtre et qui ont tenté plusieurs fois de mettre ce volet au niveau du BBDA pour que les comédiens de théâtre puissent avoir des droits, mais ils ne se sont pas entendus parce qu'on a voulu prendre les acteurs de théâtre comme les acteurs de cinéma. Ce qui fait que nos dévanciers ont dit que non, le théâtre c'est un art vivant. Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de grand rôle. Donc ce qui fait qu'il y a eu des difficultés au niveau du BBDA avec nos dévanciers parce qu'au niveau du BBDA, ils ont voulu essayer de payer les droits en tenant compte de 3 rubriques, qui est acteur principal, second rôle et petit rôle. Même dans le théâtre? Oh, vous voyez. Donc, nos dévanciers, dans le temps, ont dit que bon, nous allons réfléchir là-dessus. Donc, ça est resté carrément dans les coulisses. Et présentement, je pense que la FENATEB, avec cette nouvelle génération, on a essayé encore de faire des plaidoyers pour partir vers le BBDA. Et voilà, grosso modo, où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Aujourd'hui, ça se passe comment par rapport aux droits d'auteur et droits voisins des artistes du théâtre? Alors, il faut dire que c'est nouveau. Donc, nous sommes déjà très contents d'arriver à ce résultat. Et encore, avec la complicité et la volonté du bureau burkinabé du droit d'auteur, parce qu'eux aussi, ils ont été compréhensibles et puis tout ça. Ce qui change réellement, c'est que ça va mieux professionnaliser les artistes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une grande émulation et une grande créativité et une grande production d'œuvres théâtrales et de diffusion.
avant, en fait, le BBD avait besoin d'outils de collecte des ressources, des œuvres théâtrales diffusées. Or, nous sommes dans le vivant. Nous jouons souvent dans des marchés, nous jouons dans des places publiques du village. Ce n'est pas aisé à gérer. Or, si ça passe à la télé paye des droits, les droits sont reversés. Donc, il fallait mener aussi ces réflexions-là. Si c'est joué au marché, qui paye les droits? Comment on fait pour que l'artiste qui joue ait des droits? Donc, je pense qu'aujourd'hui, alors, on a traité toutes les questions autour de cela. Ce qui fait que quelle que soit la pièce de théâtre jouée sur scène ou diffusée dans des radios, quand c'est théâtre radiophonique ou diffusée dans les télés, ils auront des droits. Les producteurs, les troupes de théâtre auront aussi des droits voisins, ce qui va encore accompagner l'économie de ces troupes-là. Les interprètes, donc tous ceux qui jouent, qui déclament, qui chantent, qui font des choses sur scène, donc pour la réalisation d'une œuvre, auront aussi des droits voisins. Les metteurs en scène, qui en réalité sont les premiers auteurs ou les vrais auteurs même de l'œuvre scénique. Voilà, auront des droits, parce qu'avant il y avait la confusion avec l'auteur qui a seulement écrit le texte, sauf que le texte seul ne joue pas. Et donc le metteur en scène n'était pas concerné. Il n'arrivait pas à prendre des droits. L'auteur pouvait en avoir parce qu'en littérature, le genre théâtre existait. Moi j'avais des droits en tant qu'auteur, mais je n'avais pas de droits en tant que metteur en scène. Pourtant je fais beaucoup de mise en scène et il y en a beaucoup de metteurs en scène dans notre pays. Et donc c'est important que tous les artistes, en tout cas qu'on règle cette situation. Et donc c'est ça qui change. Ce qui change réellement, c'est que ça va augmenter le pouvoir d'achat du créateur. Ça va mieux professionnaliser parce que les artistes maintenant vont travailler mieux structurés en sachant que leur œuvre, plus je les mets dans des circuits de diffusion, plus ça me rapporte, et pas que moi, parce qu'en tant qu'auteur, ça rapporte aussi à mes héritiers, 70 ans après ma mort. Oh, mais si on joue une pièce, par exemple, dans un marché, dans un village, comment est-ce qu'on collecte? Alors, il y a autant de questions. C'est que souvent, la pièce peut être commandée, et donc le commanditaire doit payer les droits, mais il fallait que ces choses-là soient mises en place pour que lui aussi se rende compte que la loi le permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte de ces rubriques maintenant dans la constitution, dans la construction de nos projets et dans les rubriques des budgets. Donc, pour qu'il y ait des volets comme ça qui prennent en charge le droit d'auteur, chose qu'il n'y avait pas, et que même, peut-être que si on demandait des financements pour ça, le financeur même ne comprend pas la nécessité de ça. Mais maintenant qu'il y a cette disposition-là, ça devient tout à fait normal que même on finance pour qu'on paye les droits des artistes. Avant de venir à Yermanga, par exemple, le cas de Gambidi, qu'est-ce qui va changer, par exemple? Lorsque quelqu'un va venir jouer une pièce, ça change, beaucoup de choses changent. Vous avez même demandé, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le BBDA ne prenait pas en compte le théâtre? Pour faire simple, pour que le BBDA reconnaisse une œuvre et pour pouvoir dire comment on l'a exploitée, elle a besoin d'une preuve. Et comme l'art vivant, la preuve, elle finit dès que le spectacle est fini. C'était ça qui bloquait. Maintenant, le compromis qui a été trouvé avec eux, c'est de fixer le théâtre sur un support. C'est-à-dire qu'on est obligé maintenant de filmer notre spectacle pour prouver au BBDA qu'il a eu bel et bien lieu à telle date. Et c'est comme ça que du coup, on peut rentrer dans le mécanisme, ou en tout cas dans la structuration du fonctionnement du BBDA. Donc voilà, ça c'était une réponse. Donc maintenant, ce qui change fondamentalement pour les espaces, c'est de payer. C'est-à-dire que quand on accueille un spectacle, il faut aller reverser les droits de représentation au BBDA. Si on ne le fait pas, l'acteur qui est dans le spectacle ne peut pas espérer avoir quoi que ce soit. Donc ça apporte un changement, mais heureusement, et ça je tiens à saluer le BBDA, qui a été d'une écoute assez intéressante, qui a travaillé d'ailleurs avec nous pour comprendre comment nos métiers fonctionnent, et c'est cela aussi qui a pu permettre qu'on aboutisse à ce résultat vraiment heureux à la fin pour tout le monde. Parce qu'ils se sont mis vraiment dans la disposition d'écoute. Et donc, ça, on a pu discuter et ils ont compris des choses. Donc, maintenant, nous, on doit verser quelque chose. Mais là, ça a soulevé un problème pour les espaces qui accueillent les spectacles. Mais est-ce qu'ils peuvent, à chaque fois qu'ils accueillent un spectacle, verser des droits de représentation alors qu'elles-mêmes, elles ont des difficultés? Donc, je crois que le BBDA a trouvé un mécanisme de forfait qui permet aux espaces de verser un forfait pour que progressivement, en fonction de l'évolution des choses,
cette cagnotte augmente. Voilà, juste une question. Je sais que Edoxy, qui était avec nous tout à l'heure, il y a Paul Djungrana aussi, et il y a le grand Ildeve Meda, on connaît, qui sont connus dans le milieu en tant que metteurs en scène, mais qui se sont lancés dans la production d'œuvres littéraires. C'est un peu pour taquiner. Mais est-ce que avec cette nouvelle disposition, est-ce qu'on ne va pas assister à une raréfaction justement de leur production littéraire, parce que ça profite aussi à ceux qui ne peuvent pas avoir accès forcément donc au spectacle vivant, mais au livre en fait. Est-ce que la situation, cette tendance-là à pouvoir produire, en plus de mettre en scène, de pouvoir mettre ça sur support papier, ne va pas se dissiper avec cette nouvelle disposition du BBDA? Non, je dirais non. En fait, ça fonctionnait déjà comme ça avant. C'est-à-dire que autant qu'on produisait de la littérature, on produisait du spectacle vivant. Donc ça ne change rien, parce que c'est complémentaire. Au contraire, je pense que ça augmente les possibilités d'aller vers le public, parce que ceux qui n'arrivent pas à voir le vivant ont accès aux œuvres littéraires. Ceux qui n'ont pas accès aux œuvres littéraires, qui ne sont pas alphabétisés ou selon les langues là, ont accès aux œuvres vivantes. Et ça, c'est très bien. Et je dis, c'est aussi une sorte d'héritage que nous avons eu de par nos formations, parce que nous avons été dans des troupes d'école, nous avons été formés par des maîtres qui étaient à la fois des profs d'université, des auteurs, des metteurs en scène, des directeurs de troupes, voilà. Donc voilà, en tout cas, hommage encore à ces doyens-là, donc Jean-Pierre Guingané et Prosper Comporel, et Amadou Bourou, bien d'autres, Sotigi Kouyaté et tout. Donc nous sommes aussi les enfants de ceux-là, donc on hérite aussi de cette activité multitâche. Sauf qu'ils nous ont fouettés avec beaucoup de rigueur, qui fait qu'il ne faut pas faire multitâche pour rien. Voilà, donc ce qui fait qu'on essaie de faire ça de façon naturelle comme ça, mais ça se complète. Et c'est une richesse. Monsieur Zabri, concernant les droits voisins, qui sont ceux qui sont concernés par les droits voisins? Alors, concernant les droits voisins, c'est... Premièrement, c'est les directeurs des compagnies qui prennent la place des producteurs. Voilà. Et deuxièmement, c'est les interprètes, c'est les comédiens. C'est les comédiens qui ont les droits voisins. Ils sont tous logés à la même enseigne où il y a toujours la question de hiérarchisation. Alors, au niveau du BBDA, avec la FENATEP, on a essayé d'arrêter quelque chose. Parce qu'au début, nous, on a fait des propositions, parce que vous savez très bien que en matière d'une création, nous avons aussi nos techniciens qui nous accompagnent dans ce sens, qui est les scénographes, la lumière, les costumiers, tout comme ça. Donc, on avait voulu essayer de les mettre aussi dans ces enseignes-là. Mais le BBDA a dit que, bon, les techniciens, pour le moment, juridiquement, ils ne peuvent pas, parce que ça n'existe pas. Donc, présentement, je pense qu'on a prévu maintenant ce qu'on appelle le rôle A et rôle B. Ça veut dire que, en tant que metteur en scène, je peux décider de déclarer, par exemple, tant de comédiens en A et tant de comédiens en B. Ça veut dire que, voilà, c'est un choix. Comme tous les comédiens qui sont sur scène, qui ont évolué pendant la création de la cour dramatique de l'histoire du début jusqu'à la fin, je peux tous les déclarer en A. Mais on est vraiment au terme de cette émission. Ah oui, non, mais c'est allé. Mais je pense que... On n'a même pas pu évoquer un livre. Oui, c'est pas grave. Mais je pense qu'on aura d'autres occasions. Ok, avec plaisir. Avec plaisir. Parce que c'est magnificent, il y a de la matière. Mais surtout même au niveau des droits d'auteur, on aura d'autres occasions. Merci d'être passé. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.